samedi 14 avril. Bienvenue dans le 20h, voici les titres. Le président de la République, Alassane Ouattara, et ses pairs de la CEDEAO étaient à Lomé, capitale togolaise, pour une session extraordinaire ce samedi. Les chefs d'État de l'organisation sous-régionale ont planché notamment sur la situation en Guinée-Bissau en proie à une crise politique depuis plus de 2 ans. Ici en Côte d'Ivoire, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a pris part ce matin à la cérémonie d'hommage au président de la République dans la région du Tchologo. Ces populations sont reconnaissantes au chef de l'État pour ses actions de développement dans leur région. Coup de filet réussi par les douanes ivoiriennes. Elles ont mis la main sur 24 tonnes de marchandises frauduleuses, dont des produits pharmaceutiques non enregistrés qui s'apprêtaient à être coulés sur le marché. Valeur marchande environ 1 milliard de francs CFA. L'ONU appelle à la retenue de tous les acteurs dans le conflit syrien après les frappes occidentales lancées à Damas. La Russie a convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour condamner ces frappes. Son projet de résolution a été rejeté. Soyez les bienvenus sur RTI1. Ajoutez au sommaire de ce 20h notre rendez-vous culturel de samedi. Nous vous conduirons au carrefour des Alliés, précisément au Festival des Alliances interethniques et de cohésion sociale qui vient de se dérouler à Katiola. La 4e édition enregistre des centaines de festivaliers de différents groupes ethniques. Cette année, ce sont 17 régions de la Côte d'Ivoire qui se sont retrouvées à ce carrefour des Alliés. Mais quelles ont été les retombées pour la cohésion sociale? Pourquoi promouvoir encore aujourd'hui les alliances interethniques? Quel est l'intérêt? Le commissaire général du Festival des Alliés, M. Traoré Bourlaye, est notre invité ce soir. Bonsoir, M. Traoré Bourlaye. Bonsoir, Marie-Laure. Alors, c'est la 4e fois que vous organisez un tel festival, le Festival des Alliés à Katiola. Quel est l'intérêt d'une telle rencontre? Alors, c'est juste réunir sur un plateau, sur une période donnée, toutes les populations qui pratiquent cette alliance interethnique pour qu'elles apprennent à revivre ensemble et à revivre encore ce que nos ancêtres ont créé, qui est formidable. Alors, originalité, utilité, retombée des alliances interethniques, vous nous en direz davantage. Ce sera dans la page culture. On va se retrouver exactement dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure pour nos échanges. Merci bien. Tout d'abord, voyons en image l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara, à Abidjan après sa participation au sommet extraordinaire de la CEDEAO à Lomé, un sommet consacré notamment à la crise en Guinée-Bissau. Arrivé ce samedi, comme vous le voyez sur ces images, dans la capitale économique ivoirienne, le chef de l'État a été accueilli par le vice-président Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement. Et justement sur place au Togo, le président de la République et ses pairs de la CEDEAO réunis en session extraordinaire ce samedi ont planché notamment sur la situation en Guinée-Bissau en proie à une crise politique depuis plus de 2 ans. Les chefs d'État de l'organisation sous-régionale envisagent des solutions durables pour dénouer la crise. Entre autres recommandations, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO a décidé que soit nommé dans un bref délai un nouveau premier ministre bissau-guinéen en la personne de Aristide Gomez et que soient organisées des élections législatives au mois de novembre prochain. Retour en Côte d'Ivoire, vous allez le voir, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a pris part ce matin à la cérémonie d'hommage au président de la République dans la région du Tchologo. Les populations ont organisé cette journée de reconnaissance au chef de l'État pour ses actions de développement dans leur région. Le reportage sur place d'Herman Divi. Jour de fête à Aferke-Sédougou, le Tchologo célèbre le plus illustre de ses fils, le président Alassane Ouattara. Présent à cette célébration de reconnaissance au chef de l'État, le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre des Affaires présidentielles Ibrahim Ouattara, le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, plusieurs membres du gouvernement, cadres et élus du Tchologo, tous venus joindre leur voix à celle du Tchologo pour dire merci à Alassane Ouattara, le grand bâtisseur, dixit Guillaume Soro, fils de la région. L'événement de ce jour n'a nullement la prétention de dire que tout a été fait, que tout ce qui a été fait est parfait. Mais nous sommes sortis d'une époque où très peu de choses étaient faites en faveur du Tchologo pour entrer avec son Excellence Alassane Ouattara dans un temps de réalisation au profit de ces populations. Il faut donc avoir l'humilité de reconnaître et de saluer à sa juste valeur ce qui a été fait et bien fait. Chers parents, mesdames et messieurs,
Je crois, c'est ma conviction personnelle, qu'il faut encourager le président Alassane Ouattara à aller encore plus loin dans ses réalisations au profit non seulement des populations du Tchologo, mais aussi de toutes les populations de toutes les régions de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Saluant la grande mobilisation de ce jour, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, cadre de la région du Poro, a tenu à rappeler les bénéfices obtenus par la Côte d'Ivoire depuis l'arrivée du chef de l'État à la magistrature suprême. Au plan international, grâce au leadership avéré du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a retrouvé toute sa place dans le concert des nations. Elle se positionne aujourd'hui comme un carrefour privilégié pour les grands événements mondiaux, qu'ils soient politiques, économiques ou culturels. Au plan politique, la vision et la détermination du président Alassane Ouattara renforcent chaque jour davantage notre démocratie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers jeunes frères, merci pour votre message fort de soutien et d'encouragement au Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, envers qui nous avons tous un devoir incontestable de reconnaissance et de solidarité. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, s'est réjoui de la ferveur et de l'intérêt manifesté par les populations du Tchologo ce jour de célébration, les invitant à se faire apôtres de la paix à l'image du président de la République Alassane Ouattara et de son aîné Henri Konan Bédié qui œuvrent ensemble pour la paix en Côte d'Ivoire. Malgré tout ce qui peut se dire ici et là, ces deux grands hommes d'État, viscéralement attachés à la paix, comme leurs vénérés prédécesseurs, contribueront d'œuvrer en synergie pour la cohésion et l'harmonie dans ce pays. Je voudrais nous exhorter toutes et tous à ne ménager aucun effort pour œuvrer toujours dans le sens de l'entente, de l'unité et d'une plus grande solidarité et synergie d'action. J'exhorte les élus et les cadres du Tchologo à s'investir pleinement dans les efforts de développement de leur belle région afin d'en faire l'une des plus dynamiques de notre pays. Place ensuite au dévoilement de la plaque qui marque l'inauguration officielle du boulevard Alassane Ouattara de Ferkessé-Dougou. Après la cérémonie, notre reporter a recueilli quelques réactions après cette cérémonie d'hommage dans la région du Tchologo. Nous les écoutons. Après que toutes les régions aient manifesté leur témoignage, leur confiance au président Alassane Ouattara, voilà que la terre de ses ancêtres, habitée par toutes les populations, s'est levée comme un seul homme pour dire merci, traduire toute leur reconnaissance et témoigner toute leur affection, mais surtout leur confiance à ce grand homme, à ce grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire. Très satisfait de cette mobilisation, nous sommes bien satisfaits du travail qui a été fait. Nous avons travaillé pendant une semaine. Merci aux populations. Le président Alassane Ouattara mérite cette mobilisation et nous sommes prêts à l'accompagner. Nous nous associons au fils du Tchologo pour dire merci aussi au président de la République pour ses œuvres réalisées en si peu de temps. Tous les enfants de Côte d'Ivoire sont réunis et ils ont pris un engagement devant le vice-président de la République pour aller à la paix. Infrastructure, routes, santé, éducation, la population est satisfaite et les perspectives à venir sont très bonnes. Je crois que cette reconnaissance, il mérite, parce qu'il faut s'acquitter convenablement de ses devoirs en espérant mériter le respect de ses droits. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. Plus loin à Mans, les responsables politiques du Rassemblement des Républicains se préparent pour les futures échéances électorales. Le secrétariat départemental s'attelle à la mobilisation des militants. Il vient justement d'initier à Mans une séance de formation sur l'animation et le fonctionnement d'un secrétariat départemental et la maîtrise du processus électoral. La correspondance d'Ève Bouy. Le Rassemblement des Républicains du département de Mans forme ses responsables politiques. Secrétaires départementaux, commissaires politiques, secrétaires de section, responsables de structures spécialisées RER, RJR, RFR ont été entretenus sur deux thèmes majeurs, à savoir l'animation et le fonctionnement d'un secrétariat départemental et la maîtrise du processus électoral.
des thèmes d'actualité bien choisis. Un militant mal formé est un danger pour son parti. Alors, ces deux thèmes sont très importants dans la vie d'un parti. Parce que quand on parle d'un secrétariat départemental, il faut aller d'abord à la base, ensuite aux sections, ensuite aux zones qui sont pilotées par les commissaires politiques et le tout couronné maintenant par un secrétaire départemental. Cette formation est organisée par le secrétariat départemental de Mans avec l'appui d'un cadre du parti. Et quand vous êtes cadre du parti, vous êtes automatiquement en mission. Il ne faut pas attendre qu'on vous confie des responsabilités. Nous sortons d'un 3e congrès. Il était important de venir raviver les résolutions de ce congrès, de venir raviver la flamme militante au niveau des militants. Les militants apprécient cette action. Ils affirment être prêts pour relever les futurs défis, surtout les élections régionales et municipales qui pointent déjà à l'horizon. La Jeunesse unie pour la Nouvelle-Côte d'Ivoire vient d'effectuer sa rentrée politique à Williamsville, c'est dans la commune d'Agamé. 40 coordinations venues de toute la Côte d'Ivoire ont pris part à ce rendez-vous. La JUNCI invite la jeunesse à cultiver l'unité et la cohésion sociale. Ahmed Traoré et Herman Kivi. Journée festive pour les 40 coordinations de la JUNCI, Jeunesse unie pour la Nouvelle-Côte d'Ivoire, venues de toutes les contrées du pays, pour prendre part à la rentrée politique de leur structure. L'objet de cette rencontre, selon son président, est d'amener la jeunesse à jouer pleinement son rôle en cultivant le sens de l'unité et de la cohésion sociale. Il y a plusieurs façons de servir son pays. Nous voulons résolument nous engager sur le chemin du changement, afin que foisonnent dans tous les secteurs des modèles de réussite. Notre engagement va au-delà de notre intérêt personnel. La jeunesse est consciente de cet engagement qu'elle veut prendre, de la responsabilité qu'elle fait sienne. Ce sursaut d'orgueil est nécessaire pour la Côte d'Ivoire nouvelle de demain. Une démarche saluée par Touré Mamadou, cadre du RDR, qui représentait pour la circonstance le Premier ministre et le ministre d'État, ministre de la Défense. L'avenir de notre jeunesse viendra de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Notre capacité à vous offrir des formations concrètes de courte, moyenne et longue durée. Et ces réformes, le président et le Premier ministre nous ont instruits. Nous allons former les jeunes parce que ça peut être la formation qu'on peut donner du travail. Le rôle de la jeunesse pour une Côte d'Ivoire nouvelle et responsable, le thème de cette rentrée politique, les membres de la JUNCI entendent parcourir tout le pays pour véhiculer leur message. Loin du terrain politique, les douanes ivoiriennes s'activent contre la fraude. Elles ont mis la main sur 24 tonnes de marchandises frauduleuses, dont des produits pharmaceutiques non enregistrés qui s'apprêtaient à être écoulés sur le marché. Valeur marchande, environ 1 milliard de francs CFA. Témoignage signé Lansine Bakayoko. Ces 24 tonnes de marchandises saisies valent environ 1 milliard de francs CFA. En provenance essentiellement des frontières ouest de la Côte d'Ivoire, elles sont composées de pagnes, de liqueurs, de champagne, de boîtes de conserve et surtout de produits pharmaceutiques non enregistrés. Le plus important pour nous, c'est de continuer le combat de la protection de l'économie ivoirienne. À chaque instant, il faut que nous restons éveillés, que nous soyons vigilants afin que l'économie ivoirienne soit protégée. La corporation des pharmaciens, grosse victime des circuits de faux médicaments, ne cache pas son enthousiasme, mais en appelle au démantèlement intégral de tous les réseaux d'approvisionnement et de vente. Une telle saisie nous encourage parce qu'on sait que ces produits ne vont pas empoisonner nos populations. Toutes les villes ont aujourd'hui des marchés de rue. Nous demandons alors à nos autorités de prendre des décisions fortes de sorte que ces marchés soient fermés. Stockés à la brigade de Yopougon-Jesco et dans un entrepôt d'Azito, les produits appropriés à la consommation seront vendus aux enchères. Les faux médicaments feront l'objet de procédures puis détruits. Les fausseurs, lorsque nous les prenons, nous engageons une procédure qui, dans un premier temps, nous amène à récupérer avec eux, en termes d'amende, ce que nous pouvons récupérer. Et puis par la suite, nous les mettons à la disposition du juge. Le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État salue les unités d'intervention de la Direction générale des douanes pour le travail abattu. C'est une vigilance de tous les instants qu'il faut. C'est la traduction donc des instructions du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly
en lien avec la vision du président de la République, de renforcer la protection de l'économie nationale et partant donc des emplois des Ivoiriens. Pour la mobilisation optimale des recettes fiscales, l'État continuera à équiper les services des douanes en matériel ultramoderne, mais il revient également à la population d'adopter un comportement citoyen en cas de constat suspect. Et on s'intéresse à présent à la deuxième session du cours régional de politique commerciale qui a refermé ses portes hier vendredi. Les experts de l'Organisation mondiale du commerce ont organisé une formation à l'École nationale supérieure des statistiques appliquée NCA en vue de renforcer les capacités en négociation internationale des participants. Explication détaillée avec Nadia Edja et Alexis Ouedraogo. 29 auditeurs, dont 4 Ivoiriens, ont pris part à la deuxième session du cours régional de politique commerciale. Durant 8 semaines, ces fonctionnaires venus de 15 pays d'Afrique francophone ont assisté à cette formation organisée par l'Organisation mondiale du commerce et l'École nationale supérieure de statistiques appliquées. Il s'agit de former d'abord aux règles de l'OMC, donc les règles de l'Organisation mondiale du commerce, et aussi les former aussi à être représentant des pays dans les différentes négociations commerciales. Donc c'est un premier niveau de formation. En plus de le background en économie, les participants ont reçu les rudiments nécessaires pour mieux appréhender le processus dans un système commercial multilatéral. Le fait d'avoir été sélectionné, c'est déjà bon, mais à la fin, il faut avoir le diplôme. Ça va beaucoup nous servir en matière d'élaboration de politiques et d'examen de politiques commerciales et même la formulation de nos politiques. Donc je pense que cette formation-là vient vraiment combler un gap qu'avant nous n'avions pas. Avec ces acquis, ces fonctionnaires pourront contribuer à une croissance des échanges commerciaux dans leurs pays respectifs. Représentant le ministre du Commerce, Narcisse Yesso a souligné l'engagement des États aux côtés des diplômés. Je voudrais vous redire combien vous êtes attendus sur ce chantier et vous assurer de la disponibilité des gouvernements de nos États respectifs à vous y accompagner avec enthousiasme, confiance et responsabilité. Le deuxième niveau de la formation se tiendra à Genève en Suisse. Les participants jugés aptes après la sélection pourront s'y rendre pour un perfectionnement. Dans la commune de Cocody, les populations du quartier Les Oliviers, autrefois appelé Colombie, peuvent pousser un ouf de soulagement. La raison, le quartier va changer de visage. La mairie de Cocody vient de lancer les travaux de reprofilage des voies. Les populations éprouvaient d'énormes difficultés à circuler sur les artères, comme nous l'explique Francis Poifou. Cocody, Les Oliviers. Plus de 100 000 personnes habitent ce quartier, autrefois appelé Colombie, un quartier précaire de la commune. Nous sommes interpellés au passage de notre équipe de reportage par l'infirmier d'un cabinet médical privé. Depuis 3 ans que je suis là. Vraiment, la voie est dégradée, ça fait que les malades, même, on a du mal à les évacuer dans les autres coins en cas d'urgence. Il n'y a pas de route. Si à la pluie, on a un problème de rentrer chez nous. Vraiment, on veut que l'enquête nous donne un coup de main. On veut qu'on va à la bonne voie. À l'écoute des populations, le maire et son conseil municipal ont entamé des travaux de reprofilage des voies. On pense aussi, après le reprofilage, trouver quelques moyens subsidiaires pour faire le bitumage. Aux 2 plateaux Les Perles, 650 mètres de voies linéaires ont été bitumés et les voies du quartier Sikoji 246 logements réhabilités pour un montant de 126 millions de francs CFA, entièrement financés par la mairie de Cocody. La AK, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, a organisé un séminaire à l'intention des responsables des radios confessionnelles. L'objectif est de les encourager à prôner la cohésion sociale et lors de cette rencontre, une charte sur la cohésion sociale a été adoptée par ces médias en vue d'être des acteurs clés de la réconciliation nationale. Issa Tchona Yeo. Les radios confessionnelles de Côte d'Ivoire disposent désormais d'une charte sur la cohésion sociale adoptée au cours d'un séminaire de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA. Elle vise à encourager ces radios à prôner la paix et la concorde sociale au moment où le pays approche les échéances électorales de 2020. Il s'agit entre autres pour ces radios d'éviter la stigmatisation religieuse et la diffusion d'émissions susceptibles de porter atteinte à la cohésion sociale. Les radios, je dirais, confessionnelles ont contribué
énormément à l'apaisement de cœur et ont contribué à rendre le climat social serein. Et je pense que c'est aussi un outil de développement. Nos messages sont basés sur les livres sacrés. En ce qui nous concerne, nous diffusons le message essentiel qui est le message de l'amour de Dieu, qui est tiré de la Sainte Bible, qui montre que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui, il ait la vie éternelle. La ACA vient aujourd'hui nous aider, nous coacher, nous conduire et être à nos côtés pour que nous puissions aller au-delà simplement du simple fait d'avoir des agréments, des assignations, mais de comprendre que nous devons être acteurs de l'économie, acteurs du développement durable, acteurs de la cohésion, participer vraiment à la vie de la société telle que voulue par le gouvernement. Les radios confessionnelles occupent une place prépondérante dans le paysage médiatique ivoirien. Occasion pour le président de la ACA de les inviter à plus de responsabilités dans la conduite de leurs activités. Il faut être convaincu que si vous avez une bonne ressource humaine bien formée, que vous avez une organisation interne bien mise en place et bien conçue, mais vous aurez la possibilité de vous faire entendre partout. Et puis, il faut laisser le temps. C'est une variable clé de tout cela. Demain, les gens n'auront même pas besoin d'octroi de fréquences. Les gens n'auront même pas besoin de régulateurs. Le président de la ACA exhorte les radios confessionnelles à mieux s'organiser, tant sur le plan financier qu'au niveau de la publicité, afin d'être des entreprises viables et indépendantes. Cette rencontre, qui a vu la participation d'un expert de l'Union africaine, a mobilisé 16 radios confessionnelles. L'actualité hors de la Côte d'Ivoire nous conduit en Afrique du Sud. Le pays a rendu ce samedi un dernier hommage à Winnie Mandela, décédé le 2 avril dernier. Les funérailles nationales de cette icône de la lutte contre l'apartheid et ancienne femme de Nelson Mandela se sont déroulées au stade du Township de Soweto. Plusieurs milliers de personnes étaient présentes pour ces adieux après un deuil national de 10 jours. De l'autre côté du globe, l'ONU appelle à la retenue de tous les acteurs dans le conflit syrien après les frappes occidentales lancées la nuit dernière à Damas en réponse à l'attaque chimique présumée qui a visé les civils de Douma. Une attaque imputée au régime de Damas. En réaction, la Russie a convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité aujourd'hui même pour demander une condamnation de ces frappes, mais son projet de résolution a été rejeté. Mais que retenir justement de cette crise qui frappe la Syrie depuis quelques années? Élément de réponse avec notre reporter Alexis Ouedraogo. Depuis 2011, c'est l'heure du printemps arabe. La contagion contestataire atteint la Syrie. En mars de cette année, de jeunes collégiens, des adolescents écrivent sur les murs de Dera, dans le sud du pays. Un slogan scandé dans les rues, le peuple veut la chute du régime. Ils sont arrêtés par les services de sécurité et torturés. À la suite de l'acte, des manifestations éclatent dans tout le pays. Des centaines de milliers de manifestants réclament la démocratie et la fin de la corruption. Les forces du régime réagissent, tirant sur la foule, faisant des morts et des blessés. À la fin de l'année 2011, l'ONU dénombre déjà 5000 morts. Autre raison évoquée plus profonde, le ras-le-bol des populations face à la dégradation des conditions de vie. La sécheresse qui a frappé le pays entre 2006 et 2011 n'a pas arrangé les choses. Les médias retiennent la date du 31 juillet 2011 pour marquer le début de la militarisation de la révolte. Ce jour-là, un groupe d'officiers dissidents annonce la création de l'armée syrienne libre qui a pour objectif de protéger les manifestants de la sanglante répression. Mais après avoir contrôlé la plus grande partie du pays jusqu'en 2014, l'opposition armée recule avec l'intervention russe en 2015. L'État islamique, un acteur de cette situation syrienne, apparaît sur le terrain à partir de 2013. La formation djihadiste est composée de 80% de non-syriens, des extrémistes venus du monde entier. Elle a un tout autre agenda. Elle proclame en 2014 un califat sur une grande partie du territoire syrien et irakien et contrôle toute la moitié orientale de la Syrie le long de la frontière avec l'Irak.
Elle s'impose par la force et la terreur, chassant les formations rebelles syriennes, notamment à Raqqa, sa capitale syrienne, soumettant la population locale à sa loi et commettant des atrocités. Attaquée depuis 2014 par des raids aériens d'une coalition internationale menée par les États-Unis, puis depuis 2015 par les aviations russes, françaises, britanniques, la formation se met sur la défensive et se projette à travers le monde, revendiquant des actions terroristes sanglantes et spectaculaires. Autre acteur de cette crise syrienne, les Kurdes, ils font parler d'eux sur la scène internationale lorsqu'ils affrontent les djihadistes de l'État islamique à la frontière syro-turque. La bataille de 10 mois se termine par la première grande défaite de l'État islamique. Sous l'impulsion des Américains, ils forment avec des groupes arabes pro-américains les forces démocratiques syriennes qui libèrent plusieurs vies dans le pays. En mars 2016, les Kurdes proclament unilatéralement leur entité fédérale dans les 3 cantons aux grandes dames de la Turquie et des autorités syriennes. Une décision qui provoque un désintérêt de tous leurs alliés. 7 ans après les premières manifestations, le régime syrien est toujours là. Une résilience due à 2 facteurs, le premier d'ordre interne. Malgré les défections, les services de sécurité et l'armée ont préservé un minimum d'unité et sont restés loyaux au président Bachar al-Assad. Le second facteur d'ordre externe, la Syrie n'est pas isolée, elle a tissé des alliances ces dernières décennies avec des États, notamment l'Iran et la Russie, et des acteurs non étatiques comme le Hezbollah libanais. Non seulement ses alliés ne l'ont pas laissé tomber, mais ils se sont portés à son secours sur tous les plans, politiques, diplomatiques, financiers et militaires. On en arrive maintenant à la page culture de ce 20h avec cette information. L'écrivain, poète ivoirien Maker Ety est sur la plus haute marche du podium à Yaoundé au Cameroun. Il a remporté le Grand Prix des associations littéraires dans la catégorie Belles Lettres avec son chef-d'œuvre intitulé La Geste de Breké, qualifié par les critiques littéraires comme une fierté pour la poésie africaine, la poésie tout court. Le président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, Maker Ety, se hisse désormais dans la catégorie Belles Lettres des maîtres et des maîtresses de la plume. On part maintenant pour la ville de Daoukro qui a accueilli récemment la 14e édition du FICAD, le Festival international de la culture et des arts de Daoukro, un festival qui avait pour thème promotion de l'industrie culturelle et touristique face aux défis de développement local. Le FICAD met en relief le potentiel touristique et culturel de la région du Ifou. Abou Sanougou. Le rideau est tombé sur la 14e édition du Festival international de la culture et des arts de Daoukro, FICAD. C'est autour du thème promotion de l'industrie culturelle et touristique face aux défis du développement local que des milliers de festivaliers ont communié durant une semaine. L'objectif étant de mettre en lumière le potentiel touristique et culturel de la région de l'Ifou en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Faisant ainsi entrer le FICAD dans une nouvelle dimension, celle du développement de la région de l'Ifou, tout en valorisant l'industrie culturelle. À l'instar des autres festivals, nous demandons que pour une fois pour toutes, que le FICAD soit inscrit au budget de l'État de Côte d'Ivoire. De sorte à ce que l'effort que nous faisons ici puisse être soutenu. Représentant le vice-président de la République à cette cérémonie de clôture, le ministre Patrick Hachi a encouragé les organisateurs à travailler afin de favoriser l'émergence d'un marché des industries. Cette manifestation est en outre un moyen de faire découvrir les potentialités, les richesses culturelles et artistiques du grand peuple baoulé aux touristes qui visitent la région. À cet égard, le FICAD contribue au rayonnement de la culture de notre pays. Ce festival est, par ailleurs, une occasion privilégiée pour faire la promotion des entreprises et plus particulièrement celles qui sont installées à Daoukro. La 14e édition du FICAD a enregistré la participation de plus de 500 exposants venus de toute la Côte d'Ivoire, mais aussi du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal et de la Guinée-Conakry. Voilà, c'était la 14e édition du Festival international de la culture et des arts de Daoukro dans la région de l'Ifou. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce 20h. Bienvenue, M. Traoré Bourlaye, sur notre plateau. Bonsoir, Marie-Laure. Alors, la 4e édition du Festival des Alliés vient de refermer ses portes.
nous allons revivre ces moments de convivialité, de communion entre les différents peuples à Katiola avec notre reporter Issa Tchonayeo et en discuter par la suite. Katiola, localité située au centre-nord de la Côte d'Ivoire, au rythme du Festival des Arts et des Cultures des peuples alliés. Pendant 3 jours, la cité de la poterie est devenue le carrefour des alliés. Initié par l'ONG Convergence culturelle, ce festival, qui est à sa 4e édition, a été l'occasion pour les festivaliers de célébrer non seulement la diversité culturelle, mais aussi de vivre ensemble à travers les alliances interethniques. Ce festival connaît un véritable engouement auprès des populations. Prestation de plus d'une trentaine de danses traditionnelles venues des différentes régions, d'artistes, concours de beauté, Miss Alliés, concerts et bien d'autres activités ont tenu le public en haleine. Outre ces prestations, la population a pu suivre un film documentaire sur les potentialités touristiques de la région du Hambol et des pièces de théâtre. Parrainé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, cette 4e édition du Festival des Arts et Cultures des peuples alliés a tenu toutes ses promesses. Il a permis aux jeunes de s'approprier les valeurs des alliances, facteurs de paix. Voilà, en tant que commissaire général, M. Traoré Boulay, vous allez nous dresser de façon succincte un bilan. Un tel festival, un bilan en termes de retombées, d'impact dans la vie des populations qui se sont déplacées à Katiola. Bien, le premier bilan, c'est que, en termes d'impact, c'est que les populations de Katiola ont eu la chance de participer pendant 4 jours à un festival qui leur a permis de savourer leur bonheur d'être à Katiola. Nous avons eu la chance d'avoir des troupes de renom, le groupe Diarabican, la compagnie Doumalé. Nous avons également les femmes battantes. Nous avons eu la chance également de faire venir des artistes du Burkina Faso. Sans oublier les troupes de danse que nous avons au niveau de notre pays, qui sont venus des différentes régions, qui ont tenu en haleine ce public, qui est sorti massivement pour ce festival. Donc je pense que en termes de bilan, c'est le premier bilan qu'on peut dresser. En termes de participation, en termes de participation. Mais en termes de retombées maintenant dans la vie de toutes ces populations. En termes de retombées, il y a le fait que, du point de vue économique, justement, du point de vue économique, ce sont les commerces qui ont marché. Le village gastronomique, il n'avait qu'à s'y rendre pour se rendre compte que les femmes ont fait de très bonnes affaires. Nous avons également un village artisanal, un village d'exposition qui également, du point de vue économique, a permis aux personnes exposantes de faire de bonnes affaires. Maintenant, en termes même de cohésion sociale, il se trouve que, comme j'ai coutume de le dire, quand les peuples sont venus à Katiola, vous venez participer à un tel festival, vous vivez sur un même site, sur un même espace pendant 4 jours. Vous apprenez à partager certaines valeurs ensemble, vous apprenez à revivre ensemble, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il y avait des climats de méfiance entre les peuples depuis qu'on est sorti de la crise, des différentes crises que la Côte d'Ivoire a connues. Aujourd'hui, le gourou qui vient de Boafla, il peut vivre avec le Sénoufo qui est venu de Tiro. Celui qui vient du Tonkwi, il peut apprendre à vivre avec celui qui est venu du Donc le vivre ensemble a été promu lors de ce festival. Les peuples ont appris à se connaître. Naturellement. D'accord. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? C'était de quel genre? Parce que c'est plusieurs cultures qui se sont frottées à Katiola. Alors, je peux dire que naturellement, on n'a pas connu de difficultés. Parce que le festival s'est déroulé dans un calme incroyable. Vraiment, il y avait la main de Dieu dessus, comme si ces peuples en avaient vraiment besoin. Donc, les gourous ont supporté les Sénoufos, les Dida, les BT, etc. Tranquillement. D'accord. Alors, vous allez nous parler, puisque vous avez décidé de promouvoir à travers ce festival les alliances interethniques. Qu'est-ce que vous savez sur l'histoire et l'origine de ces alliances interethniques? Alors, nous savons que les alliances interethniques tirent leur origine de la charte du Kouroukan Fouga, une charte qui a été élaborée en 1236 sous l'égide du roi Kamanini Kamara, qui lui-même tient cette volonté de Sundiata Keïta, qui est sorti vainqueur de sa bataille avec Soumanguru Kanté à cette époque-là. Alors naturellement, étant sorti de là, il fallait trouver tous les mécanismes et artifices qui leur permettent vraiment de consolider la paix et la cohésion sociale dans le Grand Manding. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, c'est à partir de là, je crois que quand les historiens nous enseignent que c'est le point 7 même de cette charte qui clarifie clairement
la nécessité de pratiquer les alliances interethniques. Et nous l'avons pratiqué ici en Côte d'Ivoire depuis toujours. Comment est-ce que c'est arrivé? Alors, c'est arrivé chez nous parce que, d'abord par les nordistes, parce que comme je l'ai dit, nous sommes plus proches des peuples du Nord, des peuples du Mali, des peuples de la Guinée, nous sommes plus proches d'eux. Donc, c'est rentré par chez nous et c'est arrivé chez les autres. Donc, nous avons permis aux uns aux autres de comprendre que la nécessité de vivre ensemble passe par le fait que ces peuples apprennent à s'aimer, à se côtoyer et à vivre en parfaite harmonie. Il y avait une sorte de pacte de non-agression. Pacte de non-agression entre ces peuples. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer 4 groupes seulement, 4 groupes alliés ici en Côte d'Ivoire? Alors, les groupes alliés, nous avons le Sénoufo qui est allié au Gouro. Les Sénoufos sont les maîtres de Gouro. Nous avons également les Yakuba qui sont alliés au Sénoufo. Les Sénoufos sont leurs maîtres. Nous avons également les Sénoufos qui sont alliés au Bron. Les Sénoufos sont également leurs maîtres. Je constate que vous êtes dans votre rôle. Pour l'heure, vous avez la parole. Donc, vous pouvez parler de maîtres et d'esclaves. Alors, si par le passé, ces alliances ont joué un rôle important, est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Les alliances interethniques sont d'actualité. C'est vrai, ce n'est pas une panacée. Ça ne règle pas. Ça tient la route? Ça tient la route. Ça ne règle pas tous les problèmes comme si on tenait un bâton magique entre les mains. Mais je veux dire que tout passe par l'intelligence des uns et des autres. Alors, nos ancêtres ont conçu un artifice qui nous permet de pouvoir garantir la paix d'une certaine manière. Il suffit seulement de la pratiquer comme il se doit, de pratiquer cette alliance interethnique comme il se doit. Et puis bon, moi je pense qu'on va garantir cette paix-là. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas une panacée. C'est vrai que tout passe d'abord par l'intelligence des individus et c'est ce qui est le plus important. D'accord. Alors ces alliances donnent occasion à des plaisanteries parfois offensantes. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'au nom d'une alliance, on doit tout tolérer, même des injures? Alors au nom de l'alliance interethnique, on doit tout tolérer. Même quand je m'adresse à mon aîné. Justement, c'est parce que ces alliances interethniques existent entre les individus ou ces alliances patronymiques existent que je peux me permettre de parler à un aîné sur un ton qui, naturellement, si ce n'était pas dans ce cas-là, que je n'aurais pas pu le faire. Donc, il n'y a vraiment pas de limite en tant que tel. Il n'y a pas de limite en tant que tel. On peut injurier. D'abord, tout passe même par les injures. On dit même des choses, les choses même les plus graves. Mais pourquoi on passe justement par les injures au nom de ces alliances-là? Mais justement, passer par les injures, c'est montrer aussi sa supériorité sur l'autre. Voilà. Alors, vous allez maintenant démontrer en quoi est-ce que ces alliances-là peuvent contribuer aujourd'hui, surtout dans un pays comme la Côte d'Ivoire, à la paix, à la cohésion. La Côte d'Ivoire en a besoin, la Côte d'Ivoire l'a pratiqué, la Côte d'Ivoire en a besoin, parce que simplement, comme je l'ai indiqué tantôt, nous avons un outil de paix entre les mains. Cela a été conçu par des gens qui ont fait leur preuve de la guerre et qui ont compris à un moment donné que la seule issue pour ces peuples-là, il fallait se réconcilier, et pour se réconcilier, il fallait passer par là. Donc, moi, je pense que jusqu'à une date récente, c'est vrai que les jeunes générations, ne sachant pas ce que c'est, peuvent se permettre certaines choses, mais sachant que c'est un pacte sacré et que tout individu qui transgresse ce pacte s'expose à des sanctions de la communauté, alors je pense que c'est un outil formidable pour pouvoir lutter contre la paix. Alors, il y a Boniface Batiana qui disait comme cela que si ces alliances interethniques avaient existé au Rwanda, naturellement que les Tutsis et les Hutus ne se seraient pas retrouvés dans une telle situation de génocide. D'accord. Alors, vous remettez le couvert l'année prochaine pour la 5e édition du Carrefour des Alliés. Vous serez en quoi à Katiola? Alors, si les gourous vous réclament dans leur région pour ce festival, que leur répondrez-vous? Alors, on aime bien que représentant des Sénoufos. Alors, on aime bien les gourous, on veut bien partir chez eux, mais Katiola, c'est vraiment le carrefour des alliances interethniques en Côte d'Ivoire. Vous avez 3 peuples qui y vivent, qui sont interalliés. Le Tagbana, il est allié au Mangoro, le Tagbana, il est allié au Djimini. Donc, naturellement, je pense que le carrefour des alliés, comme son nom l'indique, ne pouvait pas se faire ailleurs si ce n'est qu'à Katiola. Donc, nous allons toujours demander aux gourous de venir chez nous, chez les maîtres, venir apprendre ce qu'ils doivent apprendre. L'art de vivre en communauté, en parfaite symbiose avec tout le monde. Parce que nous avons la science de cette science-là. Et en tant que représentante du vaillant peuple gourou, chef des Sénoufos, j'ai l'honneur donc de vous signifier la fin de nos échanges. Vous avez été obligé de répondre à nos questions. En tout cas, merci beaucoup, M. Traoré-Bourlaye. Vous n'avez plus la parole. Merci bien, Marie-Laure. Et je pense qu'avec la complicité de la régie, on va arrêter ce JT. Merci. Comme je l'ai dit, celui qui a la parole est le maître.
vous avez la parole à la fin, vous êtes la maîtresse. Merci en tout cas d'avoir reconnu cela. En tout cas, comme vous l'avez entendu, les alliances interethniques sont des valeurs culturelles à promouvoir. Elles permettent de consolider la paix, l'amour, la tolérance et surtout notre unité. À chacun donc son allié pour la cohésion sociale. Très belle soirée sur la chaîne qui rassemble. Vous pourrez revoir ce journal sur les www.rti.ci.